Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de me faire vacciner. Alors d'abord, je suis comme tout le monde, je me pose des questions. Après, il y a plusieurs niveaux comment dirais-je, d'angoisse, tu vois. Est-ce que c'est une pandémie qui existe, ou est-ce que ce ne sont pas l'oligarchie, c'est-à-dire les gouvernements et l'oligarchie financière qui se sont mis d'accord pour écouler leur stock d'invendus de Tamiflu en les faisant acheter par les gouvernements sous prétexte d'un risque de grippe. Et là, ça serait uniquement une arnaque financière, puisqu'on sait que les laboratoires qui vendent le vaccin sont liés notamment au pouvoir. Je trouve qu'il y a Dick Cheney qui est dans le capital de la société qui vend le vaccin américain, etc. On sait que Sarkozy est allé inaugurer au Mexique l'usine qui fabrique le vaccin français. Donc est-ce que ça serait une arnaque? Est-ce que c'est une fausse épidémie mais qui permet de mettre la France en état d'urgence et par exemple d'essayer de juguler au nom de la lutte contre la maladie des troubles sociaux graves liés à l'aggravation de la crise économique? On peut penser ça. Donc il y a plusieurs niveaux de paranoïa, pour employer le mot qu'emploient les anticomplotistes. Et l'angoisse qui va le plus haut, c'est de dire, est-ce que ça ne serait pas un empoisonnement volontaire? Et là, on est dans la théorie de Rousseau, là, qui parlait de son dialogue avec Rockefeller, qui disait que l'oligarchie mondialiste avait comme projet de liquider une grande partie de la planète. Donc, ce qui est étrange, en tout cas, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose d'orchestré globalement autour de cette grippe et de cette vaccination. Et ça ressemble beaucoup à ce que moi j'appelle la notion de gouvernance globale, tu sais. Il y a maintenant des projets totalement intégrés, tu sais. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a produit à la fois le vaccin, à la fois le virus, tout ça en même temps, à la fois le projet de le répandre, à la fois le projet soi-disant de le soigner. Et on a l'impression que tout ça est un espèce de paquet qui a été conçu globalement par l'oligarchie mondialiste, notamment là ça passe par l'OMS. Et effectivement c'est étrange et inquiétant, et ça a de plus en plus à voir avec ces trucs bizarres qu'on appelle le nouvel ordre mondial, avec une espèce de côté dictatorial. Enfin, c'est assez orwellien, quoi. Alors moi-même je me dis, bon, faut pas être parano, c'est peut-être simplement une histoire de pognon, parce que ça c'est la première analyse, quoi. Une arnaque au Tamiflu. Mais si c'est en plus un projet qui va plus loin, de contamination ou d'état de mise de la France qui serait mis en espèce d'état de guerre à cause de ça, là c'est encore plus angoissant. Donc je regarde comme tout le monde sur internet, et je crois que sur Égalité et Réconciliation on a mis un dossier complet pour que l'autre principe d'ailleurs c'est celui-là, c'est on met toutes les infos qu'on a, on les met, et après on demande aux gens de se faire une opinion par eux-mêmes, et surtout on supplée à l'absence totale d'informations qu'il y a sur les médias officiels et traditionnels. Parce que moi je veux bien qu'il y ait tout et n'importe quoi sur internet, c'est vrai, mais le problème c'est que maintenant dans les médias dominants, il n'y a que n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Donc je suis sur internet, je me pose des questions, et ce qui est certain c'est que j'ai pas très envie de me faire vacciner. Voilà. Ça me fait pas rêver. Vous n'avez pas envie de votre petit vaccin Sanofi, ça vous dit pas? Non. D'abord parce que je m'intéresse du coup à l'histoire à la polémique médicale sur le vaccin, et qu'on se demande si la vaccination est si efficace que ça. Je vois surtout que beaucoup de médecins disent qu'ils ne se feront pas vacciner. Les médecins, je ne sais pas quelle association ou syndicat de médecins anglais ne veulent pas eux se faire vacciner. Il y a quand même de plus en plus de corps constitués qui s'opposent à ce vaccin pour différentes raisons. Et c'est vrai que je lis des trucs à gauche à droite où le principe même de la vaccination serait remis en cause, en doute, cela sur le plan médical, et on dirait même que souvent les épidémies sont liées aux campagnes de vaccination, et en fait ces campagnes de vaccination préalables sont déclenchantes de l'épidémie, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, sans compter les adjuvants, les histoires de sclérose en plaques, etc. Enfin, j'ai pas du tout envie, dans le doute là, j'ai envie de m'abstenir, quoi. Aujourd'hui, il y a une volonté, comment dirais-je, de gouvernance globale au niveau mondial, et qui prétend toujours être au-delà et au-dessus du politique. Et en fait, on s'y réfléchit, il y a deux catégories qui seraient au-dessus du politique.
c'est l'écologique et le médical, parce que le virus n'a pas de frontières, la pollution non plus, et aucun être humain raisonnable ne peut s'opposer à la médecine ou à la sauvegarde de la planète pour des raisons d'opposition politique. Donc aujourd'hui, on habille une domination politique globalisée et mondiale avec deux jolis vernis inattaquables, entre guillemets, sur le plan éthique, qui est l'écologie et la médecine. Et comme par hasard, on a l'histoire du réchauffement climatique qui amène la taxe carbone, qui est quand même une énorme escroquerie, un impôt et un coût même financier, d'après ce que j'ai compris, conceptualisé par Goldman Sachs, comme beaucoup d'arnaques spéculatives. Hein. Et puis l'histoire de la grippe. Donc on voit aujourd'hui que pour dominer le monde, il y a la menace, la sauvegarde de la planète, l'écologie, et la médecine. Effectivement, ce sont deux catégories, soi-disant au-dessus du politique et au-dessus des frontières. Et il est très dur d'aller, si la propagande est bien faite, dire je m'oppose à la taxe carbone et je m'oppose à la vaccination, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre que les gens crèvent de la grippe et j'en ai rien à foutre de la pollution, alors que donc on voit que c'est très pervers et très malin. Et tout ça s'inscrit dans la tradition de ce qu'Édouard Bernays a inventé. Parce que là, je reprendrai le petit Mathieu Kassovitz, qui est bien gentil, mais qui est un peu naïf. Parce que le plus c'est gros, plus ça marche. C'est pas une citation de Goebbels. C'est Goebbels qui cite Édouard Bernays, l'inventeur de la propagande moderne, de la propagande de la démocratie de marché. C'est Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud. Et ça se passe aux États-Unis. Et lui se vante déjà de mettre en place des campagnes de manipulation de la population pour les amener là où l'oligarchie veut qu'elle aille, dès dans les années 20-27 déjà. Hein. Donc c'est pas l'Allemagne nazie 33. Goebbels ne fait qu'imiter ce que les Américains ont inventé. Et d'ailleurs, on voit bien que les Américains, là aujourd'hui, avec ces histoires de gouvernance mondiale et ces grands montages pour les masses, sont toujours à la pointe de la propagande, mais de la propagande la plus subtile qui n'est pas identifiée comme propagande par les gens. Puisque la propagande hitlérienne ou stalinienne, quelqu'un qui vous dit quelque chose avec un uniforme, il y a très longtemps que ça a été identifié, alors que quand c'est une hôtesse avec les larmes aux yeux, c'est beaucoup plus dur à décrypter. Et je crois effectivement qu'on est dans cette toute-puissance de la manipulation médiatico-politique à l'échelle mondiale en ce moment. Et j'ai eu ça m'a sauté à l'esprit l'autre jour quand j'ai vu le lynchage de Tadei au lendemain de son émission de rentrée Ce soir ou jamais, après la petite sortie de Mathieu Kassovitz. C'est très impressionnant. Et l'idée qui m'est venue, c'est l'URSS inversé. C'est l'URSS de Brejnev aujourd'hui, la France. Ce décalage total entre les médias officiels, ce qui se passe sur Internet, la rumeur, et l'interdiction totale pour quiconque de péter de travers. Et puis avec les capots, la manière dont se sont généralisés les capots depuis 10 ans, c'est-à-dire les types dont le boulot est d'aller flinguer leurs collègues, comme l'a fait l'ignoble Robert avec Tadei sur Canal+. Alors Tadei m'avait dit, parce que je le connais un peu, j'ai fait 2 fois son émission, je lui ai dit mais tu n'as pas de pression, tu as vraiment toute liberté. Il m'a dit non, moi je ne connais pas la pression, j'ai toute liberté. Sous-entendu, toi tu as un petit peu la paranoïa d'un lobby qui n'existerait pas. Là il a pu vérifier effectivement qu'il y avait un pouvoir et qu'il avait franchi une ligne et qu'on lui avait fait savoir. Et à mon avis, Ardisson a vécu la même chose. Là il a compris qu'il ne fallait pas qu'il recommence, quoi. Donc son émission un peu plus courageuse que les autres, où on abordait des sujets un peu plus risqués et où on invitait des maudits entre guillemets, puisqu'il se flatte d'inviter Nab et qu'il a invité Dieudonné qui m'a invité. Et d'ailleurs mon camarade Victor Robert l'a bien dit, vous invitez dans votre émission Dieudonné et Alain Soral, hein, de dire il ne faudra pas recommencer. Ce qui est assez étrange parce qu'il est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de nous inviter, pourquoi c'est vraiment l'URSS à l'envers. Alors, ça me fait penser à l'URSS de Brejnev. Donc l'espoir, c'est qu'après Brejnev, il y a eu quoi ? Il y a eu 2 gérontes qui n'ont pas tenu, puis après il y a eu Gorbatchev, et puis ça s'est écroulé. Hein. Donc peut-être que nous sommes en train l'empire occidentalo-capitaliste est en train de vivre son écroulement quelques décennies après l'URSS. C'est-à-dire que ces 2 grands empires qui sont devenus hégémoniques après 1945 ont peut-être vocation à s'écrouler tous les 2. Il y en a un qui est tombé un peu avant l'autre, comme une des 2 tours du 11 septembre, et peut-être qu'on arrive là à l'apex du totalitarisme, parce qu'on n'a pas l'habitude en France de voir une telle société policière
médiatico-policière, mais peut-être que c'est le signe que ça va tomber bientôt. Le type qui a fait le dernier bouquin sur le 11 septembre, je crois qu'il s'appelle Laurent, je crois, un truc comme ça. Je vois la manière dont il est traité en Belgique, et je vois la manière dont on lui a mis Sifawi, l'espèce d'ancien agent algérien retourné, qui a été envoyé en mission pour insulter, flinguer l'auteur du bouquin qui compile tous les doutes qu'il y a sur le 11 septembre. J'ai vu l'émission, c'était de Gisbert. Ça fait vraiment, on dirait vraiment un passage à tabac du KGB dans l'URSS de Brejnev, quoi. À part les flics qui arrivent sur le plateau et qui emmènent le mec à la fin, c'est difficile d'aller tellement plus loin, quoi. Donc le côté très angoissant, c'est que quand on a vécu un peu la France du dialogue et de la liberté, les émissions de Pollack qui étaient quand même au début des années 80 et qu'on voit où on en est aujourd'hui, ça fait froid dans le dos, mais en même temps pour qu'ils en soient là, pour continuer à tenir les rênes du pouvoir, est obligé de cogner à ce point-là, c'est peut-être le signe que ça se passe de plus en plus mal, que c'est de plus en plus dur, et à mon avis ça se voit de plus en plus, et peut-être que c'est la crispation qui prélude à l'effondrement, je ne sais pas. Ça serait la lecture optimiste. Il faut bien en avoir une parce que ça fait honte et ça fait pitié. On est la risée du monde, hein, parce que même aux États-Unis, c'est pas comme ça, sur le 11 septembre. C'est en France. En France, j'ai l'impression que depuis que Bush et les bushistes ont perdu un peu la main aux États-Unis, puisque les colombes ont pris la place des faucons, pour faire la même chose d'ailleurs, mais avec Obama, j'ai l'impression que l'oligarchie des néoconservatrices dures, aujourd'hui, son premier bastion, c'est la France. Ils ont perdu un peu, avec Bush, ils ont perdu un peu le pied aux États-Unis, mais ils ont Sarkozy en France. On dirait que c'est là où ils se sont repliés, quoi. On est à la pointe du néoconservatisme en France. Aujourd'hui, Kouchner est plus belliqueux sur l'Iran dans ses déclarations que son homologue américain. Pour appeler un régime un pays et un gouvernement qui se réclame du gaullisme, ça fait quand même un peu mal au fion. Moi j'ai vu à partir de 85 se mettre en place ce que j'appelle la centrifugeuse, c'est-à-dire marginaliser, exclure, virer tous les gens qui essayaient encore d'avoir une pensée critique et coopter, faire monter en grade tous les tapins, les soumis, les collabos. Et je crois qu'aujourd'hui on est arrivé au contrôle total et global du politico-médiatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un type pour ouvrir sa gueule, l'idée qu'à Canal+, il pourrait y avoir la moindre dissidence, je parle des journalistes, hein, pas des marionnettes ou des trucs comme ça, et là on est plus dans le spectacle, il n'y a plus un type pour poser une question critique, hein, que ce soit à gauche, à droite, par rapport à ce que je connaissais moi il y a encore 15 ou 20 ans, c'est entièrement sous contrôle, donc le pouvoir entre guillemets se permet tout, quoi. C'est pour ça que je pense à l'URSS à un moment donné, on est dans le totalitarisme, on sait que... Alors il y a aussi, comme en URSS, la dissidence. On voit vraiment qu'il y a deux sociétés. Il y a la société des médias dominants, les chaînes de télé, Libé, Le Monde, qui matraquent tous les scénarios conformes sur le 11 septembre, sur la grippe, sur la crise financière, sur la nécessité de plus de globalisation, etc. C'est la Pravda, quoi. Et puis il y a le monde de la dissidence qui, comme en URSS, ne s'occupe plus vit complètement à côté, c'est-à-dire qu'on sait que tout est du baratin, et ça me fait penser, moi c'est pour ça que sur mon site j'ai mis intellectuel français dissident. En fait on est dans cette logique-là aujourd'hui, il y a une dissidence en France comme il y avait en URSS, et puis il y a le système officiel pour les cons, les collabos, ceux qui s'en foutent, et puis on sait que tout se passe ailleurs, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que je regarde une émission de débat, etc., je mesure le taux de soumission, de mensonge, de volerie, et puis après je m'amuse à aller sur internet pour voir la manière dont ça peut être commenté par 2-3 mecs pas mauvais, il y a des analyses qui sortent en général où on voit les sorties de tel et tel journaliste, et cette semaine je me suis régalé justement avec le petit épisode Tadei Kassovitz, où là c'était inouï, on aurait dit, ça fait vraiment penser à sous l'occupation, les mecs qui lèvent le bras pour collaborer, genre moi je peux faire mieux que l'autre pour essayer de monter en grade, au lynchage, quoi, hein. C'est-à-dire on voit très bien que là, je me dis peut-être que Victor Robert, avec la manière dont il s'est comporté avec Tadei, se dit peut-être que son espoir c'est de passer de Canal à Ce soir ou jamais. Il peut peut-être se voir à la place de Tadei après, pour l'avoir bien flingué, quoi. Il y a un petit côté procès de Moscou, quoi, qui est en train de se mettre en place. Tadei essaye lui de faire encore un peu son boulot, quoi. Et là, la remontée de bretelles qu'il a eue, le truc c'est pour qu'il ose refaire un coup un petit peu osé, il va falloir qu'il attende là, parce que forcément il a eu... Et ils l'ont sommé de dire je crois à la version officielle, machin, etc. Ils ont insisté jusqu'à lui dire
qu'est-ce que vous pensez, vous, etc. Il a eu le pantalon à mi-fesse, quoi. Et c'est comme dans les commissariats de police, quoi. Il s'est fait d'abord chauffer par Bicaire, après il est passé dans les bras de Morandini, machin. Enfin, ils se sont mis à 5, 6, ou je sais pas combien, pour qu'ils finissent par se coucher à moitié, quoi. C'est assez ignoble, quoi. C'est abject. Et c'est fait toujours par les plus minables, évidemment, hein, comme toujours les collabos, quoi. Dès qu'on voyage, c'est moins pire ailleurs. En Espagne, l'information, notamment par exemple à l'époque où il y avait l'opération Plomb durci sur Gaza, les médias espagnols étaient infiniment plus haut niveau, ils montraient infiniment plus la violence, l'abjection de l'agression israélienne qu'en France. En France, c'est bien pire qu'aux États-Unis, en France. Hein. Parce qu'en France, il y a une marginalité organisée, il y a réellement une Amérique de la résistance très structurée. On le voit d'ailleurs sur le 11 septembre. Parce que c'est pareil, il y avait l'ignoble Tadei étant malin, quand Kassovitz a fait sa sortie, qui est la sortie du type jeune branché qui regarde Canal+, pas Canal+, qui regarde plus justement Canal+, mais le net, et qui a un cerveau qui fonctionne à peu près, qui a chopé des bribes de choses qui l'ont interpellé. Et on avait, pour lui remonter les bretelles, on a eu Ismaël Kadare, qui est un espèce de sous-Solzhenitsyn albanais, qui est l'agent de la CIA depuis toujours, et qui lui dit, quand on lui dit « Et vous, le 11 septembre ?» il dit « ça ne m'intéresse pas. » C'est-à-dire la vérité ne m'intéresse pas, le mec c'est censé être un grand écrivain, je ne sais pas s'il n'a pas été prix Nobel ou pas, si la vérité ne m'intéresse pas. Et deux, il dit ça me rappelle la propagande soviétique sur l'Amérique, c'est-à-dire de dire c'est encore des saloperies qui sont dites sur l'Amérique, sous-entendu orchestrées par l'Est. Ce que ce sous-écrivain oublie de dire, c'est que les gens de Riopen, etc., ce sont les cadarés, les vrais des États-Unis, c'est-à-dire ce sont des résistants et des insoumis américains. Les gens qui se battent pour qu'on réouvre le dossier 11 septembre sont des Américains qui résistent au nom de l'Amérique, des pères fondateurs, de la démocratie américaine. C'est en Amérique que ça se joue, que ça se passe, toutes ces associations, etc. Et en réalité, il y avait un faux dissident qui insultait des vrais dissidents. C'est presque un drame antique, là. Il y avait un moment très fort où chaque personnage incarnait quelque chose. Il y avait le naïf qui disait des choses qui le dépassaient, et puis ceux qui étaient là pour le faire taire, tu vois, avec des arguments tous plus malhonnêtes et spécieux les uns que les autres, et puis n'arrivant pas à le faire taire, le Karmitz qui lui dit remettre en cause la théorie du 11 septembre, c'est nier les chambres à gaz, quoi. C'était assez maladroit pour le Kassovitz qui commente en ce moment même le long documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale de Kostel. Ça puait vraiment, quoi. Les maîtres à penser de l'idéologie néoconservatrice sont des anciens trotskistes aux États-Unis, sont des anciens trotskistes des années 60. Ça aussi, c'est une source de réflexion. Cette jonction entre la droite du capital et la gauche libertaro-trotskiste qui est totalement... qui s'est faite au moment de la guerre contre Saddam Hussein, là, c'est quelque chose de très emblématique de la période actuelle, quoi. Cette gauche libertaire qui s'est mise au service de la droite sécuritaire, de la vraie droite, quoi. C'est là où ça fait partie de cette ambiance à la française de fin d'époque, là, de totalitarisme, de gestion, de gouvernance globalisée et de trahison de toutes les ce qui était respectable dans la gauche française. Et on se dit forcément ça se passe ailleurs maintenant. D'où d'ailleurs Dieudonné, moi, égalité et réconciliation, c'est-à-dire que on se rend compte que les premiers flics du système oligarchique mondialiste aujourd'hui sont plutôt les vieux roublards trotskistes, quoi. Alors il faut produire l'analyse. L'alliance des résistants contre l'alliance des nouveaux flics. Oui. Mais c'est ça, oui. On a des alliances croisées, quoi. C'est tous les résistants qui doivent s'unir contre cette effectivement coalition de flics. Où la droite d'affaires, effectivement, s'est coalisée avec la gauche bobo. C'est mon analyse qui est à l'origine de la création de Égalité et Réconciliation. Ce qui est incroyable, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont persuadés qu'Ahmadinejad est une espèce de monstre et un débile, parce que systématiquement ces discours, il est produit de ces discours dans les médias dominants français, et notamment dans Le Monde, etc., des traductions mensongères, quoi, de ces textes. Alors qu'en fait, il incarne la tradition de tiers-mondiste, de la résistance des pays du Sud à l'impérialisme du Nord, quoi.
C'est-à-dire que les gens qui lui crachent la gueule aujourd'hui en France sont ces mêmes gauchistes qui auraient applaudi à son équivalent, que ce soit Nasser, Mao, Arafat ou même le Kadhafi de la révolution libyenne. Ces gens-là applaudissaient des deux mains il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils font partie de la police. Quoi. Et surtout, on n'est pas dans le débat, c'est-à-dire qu'ils mentent systématiquement. C'est-à-dire que systématiquement, les discours d'Ahmadinejad sont volontairement mal traduits. Par exemple, il n'a jamais dit qu'il voulait la destruction d'Israël, il a dit qu'il voulait la fin du régime sioniste. C'était l'équivalent de dire que quelqu'un il y a 20 ans, quelqu'un qui voulait la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, ça veut dire la même chose, quoi. La fin du régime sioniste, ça ne veut pas dire la fin d'Israël, ça veut dire la fin de l'apartheid. Il me semble qu'à l'époque de l'Afrique du Sud, tous les intellectuels de gauche étaient pour la fin de l'apartheid. Ahmadinejad incarne les gens qui, à l'époque, luttaient du côté de l'ANC, quoi. C'est d'ailleurs les mêmes gens qui sont derrière lui, il faut bien comprendre. Il y a deux camps à l'ONU. Il y a le camp des pays du Sud non alignés, avec Ahmadinejad, avec Chavez, et puis il y a tous ceux qui tapinent pour l'Amérique néoconservatrice, aujourd'hui post-néoconservatrice, avec la France en pointe, et notamment la LICRA et M. Prasquier, je crois, qui est celui qui souvent, de façon illégale, c'est-à-dire présent dans les locaux où il n'a rien à faire, comment dirais-je, anime la fronde. Hein. Si vous regardez ce qui s'est passé la dernière fois, il y avait un guignol avec un faux nez et une perruque, qui était, je crois, le président de l'association des étudiants juifs de France. Enfin, c'est n'importe quoi et ça vient de chez nous, quoi. C'est un petit peu angoissant, quoi. Chavez, la gauche n'ose pas trop l'attaquer. De temps en temps, Rue 89 ou Libé, ce qui est la même chose, essaie de le traiter d'antisémite en trafiquant un de ses discours et en faisant des copier-coller. Mais il a encore la bienveillance des trotskistes. On le sait, nous, parce que nous, qui avons pu le rencontrer physiquement à Beyrouth, il nous avait dit « venez nous voir quand vous voulez à Caracas ». Et on a beaucoup de mal à l'approcher parce que les chavésiens officiels en France, pareil, c'est l'extrême gauche trotskiste. Et ils font le barrage pour empêcher les gens qui sont des vrais chavésiens en France. C'est-à-dire Chavez et Égalité et Réconciliation, c'est la même chose. Hein. C'est nationaliste révolutionnaire, républicain nationaliste. Ça, c'est très Chavez, c'est très loin de l'extrême gauche trotskiste. Hein. C'est quand même un militaire en uniforme. Mais c'est quand même les petits trotskistes, une fois de plus, qui décident qui a le droit d'aller lui parler ou pas, et qui font le barrage. Donc à la fois, ils n'osent pas trop le critiquer, mais ils font une espèce de filtre pour empêcher les Français qui sont sur sa ligne de pouvoir aller le voir, parler, communier avec lui. Très drôle d'ailleurs que moi au Venezuela, ce que vous dites est en train de changer un petit peu, parce que depuis un certain nombre d'années, c'est la droite libérale classique qui s'oppose à Chavez de manière très violente, mais aussi les syndicats étudiants d'extrême gauche libertaires qui s'opposent à Chavez en tant que phénomène néofasciste. Oui, de toute façon, ils ont toujours opéré la jonction. Pour savoir de toute façon comment marche cette jonction, moi je poserais une question simple. Par exemple, le NPA, qui sont historiquement les trotskistes qui ont été mis en place après mai 68 pour liquider à la fois De Gaulle et le Parti communiste français, c'est-à-dire ceux qui s'étaient joints pour chasser les Allemands et faire le CNR et qui faisaient le rapport gauche-droite de la France du temps des 30 Glorieuses. Nous, on a présenté une liste aux Européennes, on nous a demandé d'où venait l'argent. On a fait une seule liste parce que ça coûtait cher, c'était 300 000 €, on ne pouvait pas en faire plus. Ce qui veut dire d'ailleurs que si on a eu la chance que l'Iran soit derrière nous, on en aurait fait 7, hein, mais on a bricolé, quoi. Et jamais personne ne se pose la question de savoir comment cette petite association, que ce soit la LCR ou le NPA, qui peuvent revendiquer quelques centaines de militants qui sont des étudiants qui cotisent quelques picaillons, comment ils peuvent se payer cette liste aux Européennes, ce qui équivaut à 2 millions d'euros de budget. Jamais personne ne se pose la question de savoir d'où vient l'argent. Hein. Et quand on creuse, on trouve des banques d'affaires multinationales. Pourquoi des grandes banques financières financeraient-elles, même si c'est indirectement, enfin c'est quand même elles qui sont derrière, le parti de Besancenot, révolutionnaire anticapitaliste. On trouve toujours les mêmes schémas derrière les trotskistes. Quand on creuse le financement, c'est toujours la grande finance internationale. C'est déjà ce que Solzhenitsyn écrit sur la révolution bolchevique, pour ceux qui voudraient lire l'excellent ouvrage de Solzhenitsyn en 2 volumes qui s'appelle 2 siècles ensemble. Ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours une droite d'affaires et une gauche soi-disant, enfin une gauche plus sociétale que sociale, qui se retrouvent la main dans la main en général, pour empêcher les vraies politiques sociales de se mettre en place, qui souvent d'ailleurs, de façon très logique, sont nationales. Hein. Ce qui d'ailleurs, si on regarde le slogan qu'il y avait là,
qui était un slogan de la première période de R, qui était longue vie au nationalisme, qui était de faire comprendre que le nationalisme aujourd'hui, pour des raisons dialectiques, est quelque chose de progressiste qui protège les peuples de la violence de la mondialisation libérale, hein, que ce n'est pas le nationalisme à l'époque de Barès qui préparait à la guerre de 14, mais que c'est la phase d'après. Il faut avoir compris que le nationalisme c'est progressiste. C'est le slogan de notre prochain slogan, c'est nationaliste de tous les pays, unissez-vous. C'est ça la résistance. Et on voit bien que c'est Chavez, Poutine, Ahmadinejad, d'autres leaders d'Amérique latine. Correa. Oui, oui. Et qu'il n'y a que une coalition de nationalistes de gauche qui peuvent s'opposer à ce qu'on doit appeler l'Empire. Et là, on trouve à chaque fois, pour s'opposer à cette idée, nos petits amis bobo-trotskistes, que j'appelle les trotsko-mondialistes, qui sont là pour empêcher cette prise de conscience chez notamment les étudiants, les jeunes, les lycéens, etc. Et surtout, quand ils osent y penser un peu, là, il y a punition physique, puisqu'en général, ils ne produisent plus beaucoup d'idéologie, mais par contre, pour cogner, empêcher, on l'a vérifié quand on avait voulu défiler avec des drapeaux français dans les manifs palestiniennes, pour qu'il n'y ait pas que des drapeaux algériens, marocains ou du Hezbollah. On a montré que c'était aussi un positionnement de patriotes. On s'est fait interdire de manifs, et par la police, et par les nervis du NPA. Donc on voit à chaque fois cette extrême gauche avec le milieu de la finance, cette extrême gauche avec la police, qui est là pour empêcher le nationalisme de gauche d'exister. Or aujourd'hui, c'est pas un débat théorique. Qui, face à l'empire mondialiste, qui s'oppose réellement à l'empire mondialiste aujourd'hui? Chavez, Ahmadinejad, Poutine, ce sont quoi? Ce sont des nationalistes, hein, et qui travaillent ensemble. Hein. C'est le club de Shanghai, etc. Donc la pratique rejoint la théorie. Là. Le problème, c'est pas l'extrême gauche mondialiste qui s'oppose à quoi que ce soit. C'est pas, ils ont vaguement un jour proposé la taxe Tobin, comme ça, pour dire quelque chose. On dit qui fait le boulot, le boulot dur, le boulot courageux. Et en France, on n'a pas le droit, d'une certaine manière, l'extrême gauche est là pour nous empêcher d'être des chavistes. Quoi. Tout ça est compliqué, c'est assez bien fait, c'est assez pervers, et c'est assez pénible, quoi, parce que on finit par voir des types à crâne rasé, marchant la main dans la main avec le bétard et la LDJ, aller tabasser à coups de matraque des jeunes filles immigrées des banlieues qui avec un t-shirt sur lequel il y a marqué Vive la France, quoi. On l'a vécu. Et on l'a filmé aussi. D'ailleurs, là, petite parenthèse, je crois que ce travail qu'on a fait, où on a pris des risques physiquement pour montrer par l'image et le réel que l'extrême gauche constituée, notamment NPA et la CNT, aujourd'hui cognait les Français d'origine maghrébine dans les manifs, la main dans la main avec l'extrême droite sioniste. Hein. Je pense que c'est parce qu'on a aidé les jeunes Français des banlieues, les jeunes Français sensibles à ces questions, à comprendre le double jeu du NPA. C'est une de nos victoires, on n'en a pas eu beaucoup, mais c'est l'on a eu. C'est la raison, à mon avis, majeure du très faible score de Besancenot aux européennes, hein. Puisqu'il fait 3,20, je crois, en Ile-de-France, en ayant Drucker et ça. Nous, on fait 1,3 en étant les maudits absolus. Il fait 3,20 avec Drucker et Sarkozy, quoi, comme sponsor. Et je crois que ça, on peut nous l'attribuer directement. Cette jonction du national et des types issus de l'immigration, dont on a été en pointe sur ce combat, elle est faite aujourd'hui. Il suffit d'écouter le libre penseur, défendre le nationalisme français. Je pense que si on a réussi quelque chose, ça on l'a réussi. À faire comprendre aux jeunes issus de l'immigration, aux jeunes Français des banlieues, qu'il fallait qu'ils soient patriotes et qu'ils le disent. Qu'en fait, l'antiracisme institutionnel n'avait eu pour but que d'empêcher leur intégration et leur insertion dans la France, en les poussant à insulter le peuple de France, et qu'en fait, tout le travail de SOS Racisme avait été de créer du racisme entre les Français d'origine immigrée et les Français de souche. C'est-à-dire à pousser les Maghrébins à détester les Français et à les insulter, et les Français à détester les Maghrébins qui les insultaient. Et d'ailleurs, je démontre ça d'une manière assez implacable. La communauté sino-vietnamienne de France est une communauté très structurée, qui n'a jamais laissé les antiracistes professionnels cosmopolites s'occuper de leurs affaires. Et le résultat, c'est qu'il n'y a aucun racisme anti-vietnamien en France, alors que le passif colonial est le même. Hein. Il y a eu, et la seule qui a essayé de commémorer la défaite de Dien Bien Phu à la Goutte d'Or, comme par hasard, c'est Oroya Boutelja, des indigènes de la République, qui a essayé de créer de la haine raciale. Elle est allée commémorer un événement
qui s'est passé en Indochine, et que je fais remarquer, un, de quoi se mêle-t-elle, deux, les Vietnamiens, eux, ont l'intelligence de ne jamais être dans cette logique de repentance ou d'insulte, etc. 3, donc il n'y a aucun racisme anti-asiatique en France. Hein. Et 4, les Vietnamiens n'ont jamais toléré que Bernard-Henri Lévy dise un mot sur la colonisation indo-chinoise. Alors que par contre, sur le Maghreb, il n'y a que ces gens-là qui en ont parlé. Voilà. Et moi, je fais remarquer qu'il n'est pas du tout dans les valeurs de l'islam de pleurnicher, de demander des réparations. C'est pas du tout la culture. Cette culture a été imposée aux jeunes Français des banlieues originaires du Maghreb par les antiracistes professionnels, dont le rôle a toujours été de créer de la haine raciale. Ces Krivine qui disent, je pense qu'il n'y a pas assez de black et de beurre en politique, tu vois. Traiter de black et de beurre des types qui sont soit d'origine tunisienne, soit algérienne, soit originaire du Sénégal, comme si tout ça était la même chose, quoi. C'est la démonstration même du racisme qu'il y a chez ces gens-là. Et le drame, effectivement, c'est que les Français d'origine maghrébine aient été systématiquement manipulés, instruits par ces antiracistes professionnels. Julien Drey, qui était celui qui gérait cette PME du racisme, et visiblement, cette époque des SOS racisme semble être passée. J'expliquerai d'ailleurs plus tard pourquoi. Je pense que l'antiracisme aujourd'hui n'est plus une valeur intéressante pour le pouvoir, parce que l'antiracisme conduit à l'antisionisme. Donc aujourd'hui, je pense que l'antiracisme est quelque chose qui est en voie de liquidation chez nos maîtres à penser. Parce qu'en fait, on voit très bien avec l'assomption de Finkielkraut qu'aujourd'hui, il faut plutôt réhabiliter tout ce qui est ethnique, racine, etc. Et on voit bien aujourd'hui, on le voit en Hollande, en Italie, en Belgique, la main tendue de l'oligarchie sioniste toute puissante aux extrêmes droites racialistes. Parce qu'effectivement, pour sauver aujourd'hui Israël, il faut réhabiliter le racisme, l'ethnisme, la loi du plus fort, toutes ces choses-là. Et donc l'antiracisme, n'étant pas l'intérêt d'Israël, n'a plus d'avenir en France. Parce qu'il faut bien le comprendre, la boussole, c'est quand même ce qui marche en France, c'est ce qui est bon pour Israël, toujours. Tant qu'il était bon de flatter le musulman contre le français de souche, on l'a fait. À partir de la deuxième intifada, où l'islam, le musulman, est devenu plus antisioniste que le gauchiste laïque français, il y a eu une inversion d'alliance totale qui s'est opérée, diabolisation du musulman, le foulard, là on a mis avec la burqa, fait par les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a vu d'ailleurs avec Kouchner, Finkielkraut, toujours les mêmes, BHL, avec la pétition contre le racisme anti-blanc, par exemple. Et ça, ce qui veut bien dire que si on veut comprendre ce qu'il y a de l'avenir en France et qu'il n'y en a pas, c'est ce qui est bon et qui n'est pas bon pour Israël. Et aujourd'hui, l'antiracisme, c'est bon pour Israël, donc l'antiracisme n'a pas d'avenir en France. C'est pour ça qu'on voit les sorties d'Hortefeux, un certain repositionnement, et puis la mode de Finkielkraut. Je crois que Finkielkraut a été poussé en avant, avec cette mode qu'on appelle néo-réactionnaire, parce qu'il aide à réhabiliter une vision du monde qui permettra à Israël de durer un peu plus longtemps. Donc moi je pense qu'il y a des moments comme ça, où, ce que j'appelle des moments d'ailleurs, ou des concepts de passe de mode, parce qu'ils n'ont plus d'utilité aux gens qui exercent réellement le pouvoir. Et je vous le dis, l'antiracisme, c'est démodé, parce que c'est mauvais pour Israël.